Claude François sa mort, c'est le retour de cette série d'émissions en 200 épisodes où il y a des reconstitutions et aussi des déclarations du président de la République Valéry Giscard d'Estaing qui éclairent de nouveau cette affaire qui restait longtemps très obscure et non publique. Aujourd'hui, je rends public le maximum d'informations et nous allons, dans cette émission, faire une petite reconstitution par rapport au témoignage de Marie-Thérèse. On va voir un peu son témoignage et puis on va voir dans quelle mesure cette reconstitution présente un grand intérêt. Je dédicace cette émission à l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis et je vous remercie sincèrement de votre très bon accueil et d'avoir popularisé nos vidéos. Émission qui est dédicacée à Claude François Junior, le fils de Claude François. Un gros bisou d'amour. Ça me fait tellement plaisir que tu regardes cette série d'émissions. Je peux t'assurer que pour moi, c'est la joie la plus importante et la plus estimable qui existe. Pareil pour Jean-Marc, le deuxième fils de Claude. Je suis très heureux que tu regardes cette série d'émissions parce que Jean-Marc, tu as besoin d'en apprendre plus. Et dans la mort de ton père, c'est toi finalement qui as pratiquement ouvert la brèche, puisqu'on a vu dans le récit des années 1990 de Kathleen que tu n'y croyais pas du tout. Et c'est déjà un très bon point. Oui, Kathleen offre un récit de l'électrocution de Claude François qui est un tout petit peu trop du copier-coller d'un accident qui est survenu plusieurs mois avant celui de Claude François. C'est l'accident du frère de Kathleen qui s'est électrocuté lui aussi tout nu dans un bain en voyant un objet bouger tout seul. Il le redresse, il est paraplégique à vie dans un fauteuil roulant pendant qu'on nous raconte la même histoire, mais Claude François a eu moins de chance, il est mort. Ce qui est très important dans cette jolie petite série d'émissions que je vous consacre et que je vous fais découvrir, c'est surtout les confidences de Valéry Giscard d'Estaing, parce que je trouve que dans l'enquête, il n'y a vraiment que lui qui a su au plus proche la vérité sur la mort de Claude. D'ailleurs, il en parle, je trouve, très bien, nous explique des détails. On a découvert ce compteur différentiel, ses plombs, le 15 ampères, le 5 ampères pour la lumière, on ne doit pas tout confondre. C'était un compteur à multicanaux, et oui. Et donc la mort de Claude est tout à fait contestable, et même d'un point de vue, on va dire d'un point de vue professionnel, avec un électricien, on peut réellement prouver que l'affaire n'est pas claire. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing trouvait cette affaire si peu logique, si peu claire, qu'il a demandé une autopsie de Claude François dans la nuit, qui lui a été refusée. Il était plus pratique, visiblement, pour la famille François. On pense à Éric, qui est le mari de la sœur de Claude François, mais on pense à quelqu'un d'autre, c'est Jean-Pierre Bourter. Il semble que l'autopsie a été refusée par Jean-Pierre Bourter. D'après notre source d'information, c'est lui qui n'a pas voulu. En effet, Jean-Pierre Bourter arrive le 11 mars 1978 et décide de pratiquement tout gérer dans la mort de Claude. C'est lui qui achète le cercueil, c'est lui qui le transporte dans la rue, c'est lui qui refuse à un photographe de Paris Match de prendre une photographie sur le lit de mort de Claude qui devait être publiée en pleine presse à la première page. Il explique à ce journaliste qu'il ne veut pas que Claude soit en première page. Le journaliste lui rétorque que le pape, on le photographie mort, et Jean-Pierre Bourter lui réplique « Oui, le pape peut-être, mais pas Claude François ». C'est encore Jean-Pierre Bourter qui participe à l'embaumement de Claude François, et on dit même qu'il a touché au scalpel et qu'il aurait en partie embaumé son ami pour être sûr que personne ne prenne des photographies pendant l'embaumement. Pas si bête, puisqu'on n'a jamais vu aucune photographie circuler, et généralement quand on embaume quelqu'un, c'est pas rare qu'il y ait quelques photographies. Ainsi, la possibilité que Jean-Pierre Bourter ait participé à l'embaumement de Claude François semble tout à fait logique. Pourtant, dans cette série d'émissions, aujourd'hui on s'arrête un petit moment sur le témoignage de la
charismatique Marie-Thérèse, sous-attachée de presse de Claude-François, puisque les deux officiels, Sarah Geneviève Leroy et Axel Picard, qu'on connaît très très peu, dont sa mère avait assisté au mariage de la sienne, puisque quand Chauffa, c'est-à-dire Madame Lucia François, qu'on appelle Lucie en français, se marie avec Aimé François, eh bien la famille Picard était là et assistait donc à ce très très beau mariage, et on comprend que quelques années plus tard, finalement la fille de sa mère va devenir une attachée de presse de Claude-François. Puis ensuite, il y a Geneviève Leroy qui a été mariée avec Charles Villeneuve et qui a eu d'ailleurs un enfant à cette période, et Claude lui a accordé un congé donc maternité. 11 mars 1978 commence donc cette petite reconstitution fort intéressante. Une photographie dans cette émission nous vient de Nati Clo-Clo, la chaîne de tous les meilleurs témoignages sur Claude-François, des Claudettes, des interviews exceptionnelles, la visite de son moulin et plein de petites choses à droite et à gauche qui sont magnifiques. Donc regardez cette chaîne qui nous fait de la publicité, et j'en fais également pour Nati Clo-Clo qui s'appelle Nathalie. Nathalie m'a fourni une photo, mais elle m'a donné une seule photo. Moi j'en possède une encore un petit peu plus secrète, et grâce aux deux photographies, nous pouvons faire cette reconstitution, non pas de la mort de Claude-François, puisque là c'est pas une reconstitution liée à sa mort, c'est une reconstitution liée à un témoignage de Marie-Thérèse. Il est 13h. Quand dans Destin brisé, on apprend que Claude-François entre dans sa chambre. Dans deux interviews de Marie-Thérèse, on va en voir une. Dans une première interview, elle nous explique que Claude s'est enfermé pour répéter ses playbacks parce qu'il était très méticuleux. Alexandra, on doit préciser qu'il n'avait pas vraiment besoin de répéter ses playbacks puisqu'il connaissait la chanson par cœur. Il avait déjà, chanté cette chanson pour la RTL. Et en novembre 1977, déjà il la produisait pour un live exceptionnel dans une émission de Paris. Et puis, 2 jours avant sa mort, à l'Aiselin, c'est avec les Claudettes qu'une fois de plus, Alexandra est au programme de Snow Time, une émission donc spéciale Noël 1979, mais que lui enregistre en mars 1978. Une chanson qu'il connaît par cœur depuis 6 mois, et il la connaît très bien. Pourtant, Marie-Thérèse nous explique qu'à 13h, et oui, c'est ce qu'elle a dit dans diverses interviews, qu'il s'était enfermé dans sa chambre, Claude, pour répéter ses playbacks, et dans une autre interview, elle avait expliqué qu'il avait répété ses chorégraphies, parce que tout était chorégraphié dans Alexandra, et tout devait être parfait. Pris d'un certain retard, il décide de répéter dans sa chambre, et vous allez voir que cette reconstitution, c'est pas gagné en ce qui concerne une certaine véracité des faits. Claude a-t-il réellement répété dans sa chambre de 13h à un peu plus de 14h, où il passe 2-3 derniers coups de téléphone, un à sa mère, il oublie de lui dire de préparer le barbecue. Alors qu'il est dans son bain, il explique à Kathleen d'aller prévenir sa mère qu'il a oublié de parler du barbecue et qu'elle le mette en route. C'est Kathleen qui s'absente de la salle de bain, part au téléphone, téléphoner à sa mère et lui dit surtout de ne pas oublier de mettre en route le barbecue. Claude aime bien les grillades. Puis quand elle revient, elle le découvre électrocuté. Dans d'autres versions, elle était dans sa chambre. Dans une autre, elle était avec Marie-Thérèse sur une terrasse. Dans une autre, elle était directement dans la salle de bain. À chaque fois, au cours des 50 ans qui nous séparent de la mort de Claude, Kathleen a au moins 5 versions différentes de la mort de Claude François. Largement 5, si ce n'est pas davantage. La plus intéressante, c'est la version du 7e jour, un journal chrétien, où est publiée une version inédite de Kathleen recueillie par un journaliste, où elle nous explique qu'elle n'était pas vraiment dans la salle de bain elle s'était absentée à la demande de Claude pour téléphoner à sa mère
en lui disant surtout Claude m'a dit préparer le barbecue. Et quand elle est revenue, elle le découvre électrocuté. Donc vous voyez, ce sont des petits détails, mais entre cette version, une autre, ça fait quand même beaucoup de versions, et un peu trop. Enfin, il est quand même pas mort 5 fois. Hein, on ne meurt qu'une fois, c'est ce qu'on dit. Encore les Égyptiens ont plusieurs vies. Mais voilà, donc là il y a 3, 4, 5 morts différentes de Claude François. On va devoir pour cette émission en choisir une. On n'a pas le choix. Et on va choisir donc celle la plus populaire. Ce qui fera rire un peu les gens. Marie-Thérèse, attachée de presse, est une très gentille personne, très belle, charismatique, qui vivait en face du 122, qui n'a pas beaucoup de raisons de mentir, hormis la protection de l'image artistique de Claude, c'est tout, protéger son image. C'était aussi un peu démentiel chez Claude de vouloir protéger absolument une sorte d'image qui lui appartenait. Il avait toujours peur que cette image soit abîmée. On peut donc imaginer que sa mort répondrait presque à une demande de sa part. Protéger dans ma mort mon image. Et on peut même croire qu'il y a un peu de Claude François dans la mort. Dans la mort telle qu'elle a été racontée, il y a un peu de lui. Même si on doit reconnaître qu'il n'y en a qu'un tout petit peu. Parce que les faits réels sont quand même très loin de la réalité. Tout d'abord, on va enlever la photo de Thérèse. Et puis nous allons écouter cette vidéo. Et écoutons ce que nous dit donc la très jolie et charismatique Marie-Thérèse. Elle se confie quand Claude s'enferme dans sa chambre. Écoutez les quelques détails que nous raconte. Vous êtes prêts? On y va. Il met la musique Alexandrie en boucle, à fond. Répéter pour les playbacks, pour que ce soit impeccablement fait. On va réécouter, si ça vous dérange pas, parce que c'est intéressant. Réécoutons une deuxième fois, que les oreilles ne soient pas sourdes. Il met la musique Alexandrie en boucle, à fond. Répéter pour les playbacks, pour que ce soit impeccablement fait. Voilà, on peut donc maintenant fermer cette vidéo et puis remettre la photo de Thérèse. Voilà, on n'est pas sourd. On n'est pas sourd, Claude, on doit le préciser, selon Destin brisé, il était 13h de l'après-midi quand il s'enferme dans sa chambre. Dans 2 témoignages de Marie-Thérèse, il s'enferme, elle dit, pour répéter son playback, et dans un autre pour répéter et le playback et la chorégraphie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la répétition finalement générale d'une chanson qu'il connaissait depuis des mois par cœur, puisque la première fois qu'il l'apprend par cœur, c'était en novembre 1977. On ne sait pas pourquoi, une sorte de délire collectif a fait qu'on a dit que Claude avait chanté cette chanson après sa mort. On doit préciser que le 9 mars 1978, les Claudettes apparaissent à l'Aiselin et dansent Alexandrie Alexandra. Et oui, elles dansent. Donc, on peut dire que quand même il la maîtrisait. Et même dans les sous-sols du chalet, il va répéter avec les Claudettes en faisant tourner un disque spécial Flèche, une pochette un peu particulière, où on pouvait donc à l'époque déjà répéter cette chanson. Puis les Claudettes connaissaient la chorégraphie par cœur, puisqu'elles l'avaient appris, puis elles avaient fait la RTL quelques semaines avant, et même en novembre 77 où Claude apparaît dans une très très belle chanson en multiplan de caméra, ce qui était inédit à l'époque. Claude a inventé le multiplan caméra, on voyait quelques photos de l'Égypte, et plusieurs plans de caméra, ça c'était totalement inédit, puisque sera inventé le multiplan à partir du DVD. Eh bien lui l'avait déjà proposé et inventé dès 1977. C'est en 1977, en novembre, qu'apparaît Alexandrie Alexandra, filmée en multiplan et diffusée en direct en multiplan. Je possède ce clip inédit, qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, a fait partie de la collection officielle de Mon Coco. D'ailleurs,
un de ses plus beaux clips, c'est là où il danse le mieux Alexandrie Alexandra. D'ailleurs, on voit que la chorégraphie est totalement professionnelle, et dans les autres apparitions, la RTL, c'est moins bien. Et même en Suisse, c'est un petit peu moins bien. Par contre, en Suisse, la chorégraphie a un petit plus, puisqu'à un moment donné, Claude pivote son corps sur lui-même et change sa chorégraphie et montre quelque chose d'un peu nouveau dans l'introduction qui n'existait pas dans les autres apparitions télé. Alexandrie Alexandra qui a fait entre 3 ou 4 apparitions télé, peut-être même un peu plus, puisqu'on ne doit pas oublier qu'en janvier 1978, Claude apparaît et danse Alexandrie Alexandra et la fait découvrir, ainsi que Magnolia. Et oui, les Magnolias, cette très très belle chanson qui est devenue même sa chanson phare et sa meilleure chanson. On n'est pas sourd. Claude s'est enfermé dans sa chambre selon Destin brisé à 13h. Il va répéter Alexandrie Alexandra pendant pratiquement 1 heure, tout seul. On dit qu'il a du retard, mais malgré tout, il répète tout seul dans sa chambre à partir de 13h. Et décide de ne pas répéter avec les Claudettes au but de Chaumont. Il commence sa répétition dans sa chambre. Selon 2 témoignages de Marie-Thérèse très précis, le premier témoignage qui est plus que précis, Claude répète « Ouh là là, ça j'aime pas ça, j'aime bien être bien coiffé, excusez-moi. » Voilà, parce que les cheveux commencent à coller. Regardez, je prends mon peigne parce que ça c'est insupportable. Voilà. Ça, c'est insupportable d'être mal coiffé devant une caméra. Un minimum de propreté est important. D'ailleurs, Claude disait souvent à sa sœur, prends le temps de prendre un peigne pour te coiffer. Puisque ce que vous ne savez pas, qui a jamais été dit, c'est que sa sœur se coiffait très mal et que Claude la reprenait. Bon, là, il aurait apprécié que je me coiffe un peu mieux. Voilà. Revenons à cette émission. Marie-Thérèse donc explique que Claude s'est enfermé dans sa chambre. On sait que c'est pratiquement 1 heure. Et puis il commence la répétition de la chorégraphie d'Alexandrie Alexandra. Vous allez me dire, oui évidemment c'est clair comme de l'eau de roche. Claude répète intensément ses chorégraphies, ses playbacks, tout est impeccable. Et pourtant on doit dire, regardez que ça continue d'être imparfait. Voilà, on ne sait pas pourquoi l'imperfection dans ce monde existe et elle est persistante. On est dans un monde de persistance qui est continuel, mais c'est continuel. On est dans un monde continuel. Je vais me recoiffer. Nous sommes dans un monde continuel d'imperfection et quoi qu'on puisse faire, il y a toujours un problème technique. Et devant une caméra, regardez, on finit par être dégueulasse en 1 seconde. Avec 3 gouttes de transpiration, on devient dégueulasse devant une caméra. On ne peut pas s'expliquer comment la perfection existe à un tel niveau. Comment la perfection existe-t-elle à un tel niveau et qu'on ne peut rien faire pour que quelque chose soit parfait. Parce que quoi qu'on fasse, c'est toujours imparfait. Et je l'ai prouvé devant cette caméra. Finalement, il n'y a que la mort de Claude François, s'il n'est pas mort, qui est parfaite. En tous les cas, elle a été jusqu'à ce jour, puisque je la contredis. L'imperfection, regardez. Voilà, alors ce qu'on va faire. Voilà. J'ai placé mes cheveux complètement, voilà, coiffés style Superman. Comme ça, tout est à l'arrière et je suis plus embêté dans cette émission parce que je suis très perfectionniste. Et pour moi, une mèche de cheveux, elle n'a pas à retomber. Tout doit toujours être parfait, c'est le but. De rechercher toute sa vie la perfection absolue. On ne peut pas se contenter de l'imperfection. L'imperfection, c'est déjà mourir. L'imperfection, c'est déjà la mort. C'est même l'accepter. Dans la mort de Claude François, revenons à cette émission, il s'enferme à 13h dans sa chambre et puis pendant 1 heure, il répète Alexandrie Alexandra, il répète ses chorégraphies qui doivent être toujours minutieusement répétées. Ça évidemment, c'est possible qu'il répète et pourtant, c'est pas si vrai non plus. Et non, la répétition
d'Alexandrie Alexandra dans sa chambre est très très loin d'être réel, comme toute la mort de Claude François où rien n'est réel de A à Z. Et petit à petit, je démystifie, détruis entièrement tout ce qui a été expliqué parce que tout est faux sur sa mort. Même cette répétition n'a aucun sens. Premièrement, Claude connaît par cœur sa chorégraphie, il la connaît par cœur depuis novembre 1977. Il a même perfectionné à l'entraînement. Parce que je n'ai pas parlé de tous les entraînements qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup d'entraînements. Et la capitaine des Claudettes se souvient des entraînements difficiles de cette chorégraphie qui a été fait aussi par un chorégraphe professionnel. Ensuite, Claude connaît son playback par cœur aussi de cette chanson. Aucun intérêt de s'enfermer et de mettre à fond en boucle cette chanson. Il n'y a aucun intérêt, peut-être si passer quelques coups de téléphone et qu'on n'entende pas ce qu'ils disent. Claude a dans sa chambre 2 téléphones. Vous allez me dire, alors là, Marc Harima n'en comprend pas. Dans cette chambre, Claude a 2 téléphones. Il a toujours 2 téléphones. Un très privé, donné qu'à quelques personnes, et puis un autre téléphone qui est connu de presque tout le monde. Il avait 2 téléphones, on ignore cela parce que c'est très secret. À l'époque, on pouvait ouvrir une ligne de téléphone, 2 lignes, 3 lignes, il n'y avait aucun souci, même à partir d'un numéro, on pouvait en avoir plusieurs, il n'y a jamais eu de problème. Claude possède dans sa chambre 2 téléphones. Le problème, c'est la répétition d'Alexandrie Alexandra. Vous, évidemment, quand on vous dit que Claude a répété cette chanson 1 heure dans sa chambre, il a répété cette très belle chorégraphie, cette très belle chanson, avec des paroles mystérieuses. Puis il répète ça, les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Voilà, donc il répète aussi le refrain, qui est un petit peu différent des couplets. Les couplets qui sont très répétitifs, presque plus que le refrain. On a l'impression parfois que c'est qu'une demi-chanson, puisque tout se répète, couplet comme refrain. Au moins, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre dans cette chanson. Au niveau du texte, c'est un texte assez facile, très court. Mais voilà, par rapport à ce que nous dit Marie-Thérèse, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas parce qu'on sait, je vous l'ai expliqué, que Claude connaît bien cette chanson, mais c'est pas ça qui va pas. Ce qui va pas, c'est le lieu de la répétition, sa chambre. C'est vrai que très peu de personnes sont entrées dans cette chambre. Il y a le pompier qui est entré, ils ont découvert que la chambre était un peu petite. On saura par le SAMU de Paris qu'ils ont été obligés de transférer le corps de Claude dans le salon, et ça a été caché 50 ans. Il n'est pas mort dans sa chambre, il n'y a pas eu de massage cardiaque dans sa chambre. Immédiatement, il a été transféré dans le salon. Et donc, la chambre était trop petite, pas assez oxygénée. Et le SAMU dira, on a été dans l'obligation de transférer son corps. On verra tous les détails plus tard. Cette chambre est très petite. C'était la remarque et la réflexion de Michel Drucker, qui explique qu'il était venu, c'est vrai, avec la RTL, faire un document qui était d'ailleurs, on peut dire même historique, et puis il dira à Claude, elle est petite ta chambre. Je m'attendais pas à ça. Il croyait que Claude vivait dans une grande chambre, comme toutes ces stars qui vivent dans des 30, 40, 50 mètres carrés. Claude vit dans une chambre qui est un placard à balai. Vous allez dire quoi? Oui, j'ai voulu faire un peu d'humour. C'est un placard à balai, sa chambre. C'est même pas une chambre. Moi, ici, je suis dans mon salon, et ma chambre, elle est 2 fois plus grande que celle de Claude François. Ma chambre est beaucoup plus grande. Ah oui, la chambre de Claude, c'est un placard à balai. Vous allez me dire, comment ça, un placard à balai? Oui, bon, c'est pas un endroit pour danser, hein. Et ça, vous voyez, dans la mort de Claude, on vous a jamais révélé ce petit détail, que cette chambre, elle n'est pas faite pour danser. On peut pas répéter des chorégraphies de danse. C'est impossible. Enfin, quand je dis que c'est impossible, c'est pas tout à fait vrai. Il est possible de répéter une chorégraphie, oui, si Claude se met debout sur son lit, et qu'il décide de danser sur son lit. Franchement, je l'imagine mal, se mettre debout sur un lit,
et puis danser Alexandrie Alexandra quand on sait qu'on a besoin d'un recul et d'avancer beaucoup. C'est une danse il y a un déplacement physique entre l'arrière et l'avant qui est continuel dans cette chanson. Il n'y a que le refrain qui est un peu plus statique et dont le déplacement est horizontal, vertical pour les pas de danse des couplets, et puis on a ce côté horizontal de cette danse. Et oui, le côté horizontal, on part de droite à gauche pour les sirènes du port d'Alexandrie, où les pieds partent de droite à gauche et donnent une sorte de va-et-vient, comme si vous étiez sur un bateau. Vous savez, quand on est dans un bateau, ça chavire un petit peu comme ça, et donc on comprend mieux la chorégraphie de Claude, avec ses mains qui partaient comme ça, et cette espèce de chorégraphie qui chavire comme un bateau, le bateau d'Alexandrie. Et une danse très très simple dans la chorégraphie, puisqu'il suffit de se mettre sur un bateau et de bouger de droite à gauche pour obtenir à peu près la même chose. Le problème, c'est la chambre de Claude François. Vous allez voir que répéter 1 heure cette chorégraphie, c'est pas évident, l'histoire qu'on nous raconte, mais on doit savoir, et on doit le dire à Claude François Junior, qu'il n'y a pas une ligne de vrai. Dans La mort de ton père, il n'y a rien qui est vrai. Et quand on fait des répétitions, rien n'est réel. Mais vous, pourquoi vous avez cru à cette histoire? Parce que personne d'entre vous, à part quelques personnes, quelques grands admirateurs de Claude, personne n'a jamais vu cette chambre. Et Nathalie, qui m'a envoyé une photo, n'a peut-être pas vu l'autre côté de la chambre, c'est-à-dire la partie moins connue que je vais vous faire découvrir. Petit problème, Claude s'enferme à 13h, commence une étrange répétition d'1 heure, dans une chambre un peu petite pour répéter. Enfin, soyons clairs, on ne peut pas danser Alexandrie Alexandra, cette chambre est beaucoup trop petite, il n'y a aucun moyen de danser cette chorégraphie, à moins de se mettre debout sur le lit. Alors voyons ça maintenant, je vais couper ma caméra et je vous commente la chambre de Claude François, une photographie de Nathalie Clo-Clo et une photographie que je vais vous montrer inédite, qui ne vient pas d'elle, mais c'est ma photo inédite, qui montre la chambre de l'autre côté. On enlève la photo de Thérèse et on voit la chambre de face et on supprime ma caméra. Je remercie Nathalie de cette très belle photo qui montre exactement la chambre de Claude François, on doit le dire à sa date approximative du 11 mars 1978. Quand on la regarde comme ça, c'est vrai qu'elle n'est pas très grande. Mais là, je vais vous dire, vous voyez la chambre de face. Et de face, elle paraît beaucoup plus grande que ce qu'elle est, parce que moi, je vais vous montrer une photo inédite que peut-être Nathalie ne connaît pas. Et c'est bien, on se fait découvrir des photos. Cette photo de face de sa chambre que vous voyez montre que Claude aime bien les couvre-lits, oui, clairs, jaune ou un peu orangé, même légèrement verdâtre. Regardez, son couvre-lit est assorti, voilà, vous avez compris, à sa toile. Donc certains diront des papiers peints, mais Claude utilisait des tapisseries. Tout est assorti, tout doit se ressembler, tout est assorti à la couleur de sa guitare. Au-dessus de son lit, des icônes qui représentent la Vierge Marie, ces icônes qui étaient donc achetées par Topalov, son meilleur ami, qui partait en Russie, lui ramenait plein d'icônes de la Vierge Marie, qui coûtaient assez cher d'ailleurs. Claude dépensait beaucoup d'argent pour ces icônes russes, très très rares. Donc Claude était un admirateur de la Russie, et peut-être de l'Ukraine aussi, ça je ne sais pas. Et donc on voit cette petite chambre. Alors je vous pose une question, à votre avis, dans cette petite chambre, qui a un espace d'environ 1 mètre sur les 3 côtés du lit. Expliquez-moi comment quelqu'un peut répéter sa chorégraphie d'Alexandrie Alexandra. C'est une toute petite chambre, si petite que quand Michel Drucker est arrivé dans cette chambre, il a dit à Claude, c'est pas possible, c'est une petite chambre, il comprenait pas, il n'arrivait pas à le croire, et l'équipe de radio n'y croyait pas. Et pourtant, c'est la vérité, vous découvrez une chambre extrêmement petite. Et encore, sur la photo de face, elle est beaucoup plus grande qu'elle l'était en réalité. Mais ici,
est une reconstitution. On fait une reconstitution de ce que Marie-Thérèse nous raconte. Alors je dis à Marie-Thérèse, regarde bien, ma jolie Thérèse, à quel endroit Claude, selon toi, a fait la répétition de la chorégraphie de danse d'Alexandrie Alexandra, à quel endroit il a dansé cette chorégraphie. Chapeau le bonhomme s'il y arrive. Parce que franchement, à part mettre ses fesses sur son lit ou se mettre debout sur le lit, une chorégraphie comme Alexandrie Alexandra a besoin de plusieurs mètres horizontales et verticales. Et ça, la capitaine des Claudettes connaît très très bien cette chorégraphie et elle sait, elle le sait, que Claude n'aurait pas pu faire cette chorégraphie dans cette chambre. Je vais remettre ma caméra pour vous en dire plus et ensuite je vais donc vous en montrer davantage. On y va en deux temps et je m'adresse à Dany Borg, que j'appelle Sylvia Borg. Bonjour Dany. Comme tu vois, le témoignage de Marie-Thérèse pose problème parce que à quel endroit dans cette chambre ton patron a dansé pendant 1 heure? 1 heure, c'est pas rien. Il a répété Alexandrie Alexandra 1 heure entière, ça passait en boucle. La chanson passait en boucle. Comment peut-on répéter dans un espace si petit une chanson qui est une des plus complexes de sa chorégraphie, avec un déplacement vertical et horizontal assez compliqué? Alors toi, la capitaine des Claudettes, explique-moi comment Claude a fait cette chorégraphie dans cette chambre. Et je vais t'en montrer même plus, Dany, reste avec moi. Et Nathalie aussi, et Prisca, et qui s'appelle Nadine Ligneron, de son vrai nom de famille. Puis Julie, puis Carole Plumel, et puis tous les autres, Claudette, Katie, etc. Restez avec moi parce que maintenant on va revenir sur cette photo parce que c'est pas terminé, c'est une reconstitution. On fait les choses en grand, on reconstitue le témoignage de Marie-Thérèse. Elle nous explique qu'il s'est enfermé dans une chambre. Et c'est Destin brisé qui le révèle. Il était 13h, c'est ce qui est dit dans cette émission. Et j'espère que vous aurez un jour l'occasion de la voir intégralement, cette émission, où on doit retrouver des brides un peu partout sur les sites. 13h, il s'enferme. Regardez aussi les autres émissions où on publiait l'heure où il s'enferme, c'était 13h. On avait le commentaire du speaker de l'émission. Donc regardez les autres émissions pour comprendre celle-ci. C'est à 13h qu'il s'enferme. Pendant 1 heure, il répète Alexandrie Alexandra dans un endroit extrêmement fermé. Et vous voyez, comme à cette époque, personne ne connaissait la chambre de Claude François et personne n'avait jamais vu cette chambre, hormis l'entourage, c'est très bien passé ce récit que Marie-Thérèse nous explique. Pendant 1 heure, son patron s'enferme et il a répété Alexandrie Alexandra, les playbacks et même dans une autre interview, la chorégraphie. Il dansait dans cette chambre, il y avait même du bruit. Et là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout qu'il ait réussi à danser dans cette chambre très petite, vraiment extrêmement petite, et ne parlons pas alors de la salle de bain, où à moins qu'il ait glissé pour vous faire une plaisanterie et qu'il ait pris une grosse bosse sur la tête, alors là, on comprendrait tout, mais on ne comprendrait pas comment un homme s'est électrocuté en dehors de son bain. Ça serait quand même un gros mystère. Revenons sur le récit. C'est pas dans la salle de bain que Claude répète, c'était dans la chambre. Et c'est dans la chambre que les bruits étaient entendus. On a divers interviews de ça. Claude répétait soi-disant sa chorégraphie de danse. Revoyons ensemble cette chambre. Et maintenant, je vais vous montrer une partie inédite de la chambre qui n'a jamais été montrée. Alors, ouvrez l'œil. Revenons sur cette émission. Revenons sur la chambre de face. Coupons à nouveau ma caméra. Nous découvrons une guitare, regardez bien sur la gauche. Tout au fond, dans le coin de la chambre, vous avez remarqué cette guitare, le manche tient sur le coin du mur. Le coin du mur, on le voit par le pli. Regardez bien, il y a un pli qui descend sur le manche de guitare. Ça, c'est le coin du mur. C'est là où la chambre s'arrête. Et je vais vous le prouver avec une deuxième photo inédite que Nathalie ne connaît peut-être pas. Puis regardez sur la droite, droite et gauche, on voit, c'est une chambre très petite.
Vous êtes d'accord avec moi? Pas facile de répéter Alexandrie, Alexandra, la chorégraphie, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place, si il y a la place, si on se met debout sur le lit. Mais franchement, c'est une chorégraphie qu'on ne peut pas danser debout sur le lit. Je veux dire, ça serait un petit peu laborieux, il se casserait la gueule, ça ferait beaucoup de bruit dans les ressorts. Voilà, puisque son lit quand même, ça pourrait casser aussi son lit. Donc Claude se mettait rarement debout sur son lit. Non, une chorégraphie debout sur un lit comme ça passe pas. Eh bien, dans la Reconstitution, ça passe pas, et dans un tribunal, cette version ne passerait pas dans un tribunal. Un jury se poserait la question, un jury professionnel demanderait à quel endroit de cette chambre il a répété une chorégraphie qui demande beaucoup d'espace, et verticale et horizontale. Et maintenant, l'histoire se corse. Ça veut dire quoi, l'histoire se corse? C'est une expression française pour dire que les Corses sont des gens compliqués. Vous savez qui sont les Corses. Et donc quand on dit une histoire corse, on s'inquiète. Et la mort de Claude François, est-ce que c'est pas une histoire un peu corse quand même sur les bords? Maintenant, regardez bien. Fixez votre attention sur une photo inédite qui provient pas de Nathalie, qui est une photo qui provient de mes archives. Et attention, on va voir la chambre de Claude François au 11 mars 1978 du côté gauche. Et attention, ouvrez bien vos yeux parce que ça c'est super inédit. Première publication et vous allez voir, on fait une reconstitution d'une façon ultra professionnelle. Voilà la chambre de Claude François au 11 mars 1978. Nous découvrons donc un drap. Les draps, même si le drap apparaît blanc, même si le drap, un drap, pas un bras c'est une main, et un bras, dans un bras vous avez une main et le haut du bras. On vous parle d'un drap, D-R-A-P pour les étrangers qui regardent cette émission. Un drap, c'est un tissu qui recouvre le lit. Regardez bien ce drap sur le lit, il paraît blanc, il est bleuté. Claude avait un drap bleuté. C'est très secret, ce n'est apparu que dans l'enquête présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing, et c'est lui qui nous révélera ça prochainement. Puisque tout n'a pas été diffusé, il révèle que les draps étaient bleutés et pas blancs. Et pourtant, quand on regardez bien, quand on voit cette photo, on est persuadé que le drap est complètement blanc et il est légèrement bleuté. Bon, c'était pas un bleu foncé, un bleu plutôt clair. Regardez bien cette chambre, 2 téléphones. Vous voyez ces 2 téléphones? Regardez bien. Claude possède un téléphone. Donc en cercle, en disque de cercle, et il est le premier en France à posséder un téléphone digital. Vous allez me dire, mais comment ça? Mais le téléphone digital est apparu en 1981. Et oui, vous vous trompez pas, c'est en 1981 que le digital commence à apparaître. Mais Claude, en 1978, avait le téléphone dans la voiture, raccordé en système radio, le téléphone sur disque qu'on faisait tourner avec un doigt, et regardez bien, il possédait le téléphone digital dès 1978. Eh oui, c'est un petit truc qu'on sait pas, un petit digital quand même. Et là, vous comprenez que le compteur électrique de Claude François, c'est pas ce que vous imaginez. Le mec était au pointe de la technologie. Il avait, comme l'a expliqué Valéry Giscard d'Estaing, un compteur différentiel, Claude. Tout était à la pointe de la technologie. Il avait déjà le téléphone dans la voiture, le digital dans sa chambre. Et ça, vous voyez, vous ne savez pas. Ça n'a jamais été révélé nulle part que Claude avait 2 téléphones, un manuel et un digital. Vous voyez, vous apprenez des choses dans cette émission. Regardez bien complètement sur la gauche la platine disque, cette platine disque capable de mettre des 45 tours, plusieurs les uns sur les autres, puisqu'à l'époque, Claude possède un adaptateur de disque. Et j'avais expliqué dans cette série d'émissions que Claude faisait tourner son tourne-disque dans la chambre, et qu'il avait un tourne-disque dans la chambre. Et certaines personnes devaient dire, Marc Hariman, il raconte n'importe quoi. Eh ben, il est là, regardez, il est photographié, je ne l'ai pas inventé, il est devant vous, regardez, il est en noir, et nous voyons qu'il avait au-dessus un égaliseur digital.
Vous vous rendez compte? Nous sommes en 1978, il possédait déjà un égaliseur digital, alors que le digital en égalisation arrive 5 ans plus tard pour les amateurs. Les professionnels possédaient déjà tout ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que les professionnels possédaient déjà le compact disque en 1975. Vous allez me dire, mais non, c'est sorti en 80. Oui, c'est sorti en 1980 pour le public. Mais Claude François connaissait déjà le compact disque, il avait vu les premiers prototypes. Dès 1975, circulaient pour le show business les premières photos prototypes des compacts disques, qui seront popularisés 10 ans plus tard pour le public. Claude connaissait tout. Il avait le téléphone dans sa voiture, il avait le téléphone digital, il avait l'égalisateur digital, il avait un compteur multidirectionnel avec canaux directionnels, un compteur à ampères particulier, un compteur différentiel. Il avait tout à la pointe de la technologie. Et cet homme qui était à la pointe de l'architechnologie, où tout était contrôlé, même une lumière, des fusils de protection, tout était millimétré au centimètre. On nous raconte que sur un monophasé, ses doigts ont grillé en 5 secondes, puisque Kathleen l'explique, l'électrocution a duré 5 secondes, peut-être même moins que cela. Mais Valéry Giscard d'Estaing a expliqué que selon lui, rien ne peut être réel de tout ce qu'on nous a raconté. C'est du blabla, la mort de Claude. C'est du blabla, parce que personne ne vous a jamais dit qu'il avait un téléphone digital. Pourtant, regardez, ce téléphone digital est à côté de sa guitare. On le voit qu'il est digital et que l'autre est manuel à côté. Et pourtant, ce téléphone digital apparaît 3 à 4 ans plus tard. Claude, regardez, c'est un bordel dans sa chambre, c'est un bordel. Il y a tout qui est mélangé, il n'a pas beaucoup d'ordre, il avait très peu d'ordre. Les revues, tout était mélangé, les classeurs. Regardez, cette chambre, elle étouffe, il n'y a pratiquement pas d'oxygène. Eh bien, à gauche, il ne peut pas répéter Alexandrie, Alexandra. Sur la droite, il a moins d'1 mètre, c'est pas possible. Dans sa salle de bain non plus, c'était pas possible puisqu'il avait sa pharmacie et d'autres choses, le lavabo qui gênait et tant d'autres choses. Il lui reste alors, pour répéter, se mettre debout sur son lit. Et là, l'histoire qu'on nous raconte, elle n'est pas gagnée pour que dans un tribunal, un jury puisse y croire. Je vous reprends avec ma caméra. Et non, l'histoire n'est pas si réelle. D'une répétition pendant 1 heure dans cette chambre où Claude répète minutieusement ses chorégraphies. Ah, et oui, ça passe pas. Et ça passerait pas devant un jury. Vous montrez la chambre de Claude François dans les 2 angles. On a même vu le 3e par rapport à l'angle de face. Je vous ai montré un angle inédit photographié par la police. On voit que tout est très petit, tout est très serré. Sur l'angle de la photo de police dans les autres émissions que j'ai faites, on voit qu'il y a très peu d'espace entre le bord du lit et l'entrée de la salle de bain. Impossible de répéter Alexandrie, Alexandra dans cette chambre à aucun endroit, sauf en se mettant debout sur un lit. Mais alors l'émission se conclut comme ça, et suivez les prochaines. Pourrait-on convaincre un jury dans un tribunal que Claude François, pendant 1 heure, s'est mis debout sur un lit et a répété sa chorégraphie qui a besoin de tout l'espace de sa chambre, et qu'il a fait des va-et-vient dans sa chorégraphie pendant 1 heure sur son lit? C'est une affaire dans un tribunal qui demanderait réflexion. Et plus d'un jury se poserait la question, sur toute l'histoire qu'on nous raconte, y a-t-il même une ligne de vrai? Quand on voit que quand on fait une reconstitution minutieuse et qu'on montre simplement 2 photos de la chambre de Claude, plus une 3e qui est dans les précédentes émissions, avec 3 photos, nous avons l'intégralité de sa chambre. Et puis on a des témoins, on a Michel Drucker, on a sa sœur, sa mère, qui est décédée mais qui a fait tant de témoignages, et puis tous les autres témoins. Mais c'est la conclusion, je le dis à Claude François Junior, comment veux-tu que ton père s'enferme 1 heure dans cette chambre? Enfin vraiment, on rêve. À danser Alexandrie, Alexandra, mais où a-t-il dansé cette chorégraphie si complexe? Sur son lit?
Non, 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 non. Ça, un jury pourrait pas y croire. On va pas nous prendre pour des cons jusqu'à ce point-là. Mais vous voyez, si on vous a pris des cons dans la mort de Claude François pendant 50 ans, c'est parce que vous n'avez jamais vu sa chambre. Et si on vous dit qu'il a répété Alexandra, qu'il était en sueur, que pendant 1 heure, minutieusement, il a répété toute la chorégraphie, eh bien, vous allez le croire. Vous êtes des pigeons dans l'affaire. Et une fois que vous regardez cette série d'émissions, et que vous découvrez ces 2 photos, et je vous invite à voir la 3e qui est dans les précédentes, vous vous dites, oui mais attendez, il a répété Alexandra, il a besoin de beaucoup d'espace, il a dansé où pendant 1 heure? Du côté gauche, waouh, c'est bien encombré, il n'y a même pas 1 centimètre pour placer son corps. Du côté droite, puisqu'on a vu que de face c'est photographié, du côté droite on le voit, il y a 1 mètre, peut-être même pas. Il a déjà besoin, pour cette chorégraphie, entre la danse où il part en arrière et il revient en avant, il a besoin au moins de 3,50 m à 4 mètres. Pas évident de faire une chorégraphie où on a un recul de 3,50 m, puis on doit avancer à nouveau, reculer, avancer. Puis il y a le déplacement horizontal, le déplacement vertical, on ne doit pas l'oublier. Encore le déplacement vertical vers le plafond, lui, c'est les bras qui se mettent vers le ciel. Ça, il y a l'espace, je vous rassure. Oui, parce qu'il y a l'espace au moins pour mettre voilà. Au moins son plafond était assez haut dans la chorégraphie pour que certains gestes passent. Surtout, ne rigolez pas. Et je dis à la capitaine des Claudettes, parce que c'est à toi que je m'adresse, dis-moi, capitaine Borg, toi qui as répété avec Claude François, et même sans lui, cette chorégraphie auprès du chorégraphe, puisque quand tu as répété, il n'était pas là, Claude. Tu étais seul à un moment donné. Tu dois te souvenir avec les Claudettes. Moi, je le sais, mais qui peut savoir ça? Je te pose une question. Tu crois vraiment que ton patron peut danser pendant 1 heure, cette danse assez complexe, lui qui la connaît déjà par cœur depuis novembre? Tu crois vraiment qu'il a passé 1 heure dans cette chambre à danser Alexandra? Ce qui est important, c'est que pendant 1 heure, il a dansé Alexandra. Plus fort, dans Destin brisé, regardez les autres émissions, on nous explique, le commentateur explique que c'est vers 13 h que Claude s'enferme dans sa chambre. Mais doit-on rappeler que dans l'agenda de Fabien Lecoeuvre, et c'est la conclusion de cette émission, suivez les prochaines, doit-on rappeler, je répète tout, sinon vous n'allez pas comprendre, selon Destin brisé, il est expliqué que c'est à 13 h que Claude s'enferme dans sa chambre pour répéter environ 1 heure Alexandra. On a un témoignage de Marie-Thérèse que c'est à 13 h qu'il s'est enfermé dans sa chambre. Pourtant, dans l'agenda de Fabien Lecoeuvre, Kathleen a fait un étrange témoignage que Claude s'est réveillé à 13 h. Comment un homme qui se réveille à 13 h, finalement se retrouve-t-il à la même heure en train de danser ou sur son lit, ou pourquoi pas, rigolons, mettons un peu d'humour, peut-être un peu comme Mary Poppins, a-t-il dansé sur le plafond, les pieds à l'envers? Était-il une chauve-souris, pourquoi pas Batman, mettons un peu d'humour, mais à part les pieds collés au plafond, comment peut-on danser Alexandra dans cette chambre? Un jury ne serait pas convaincu que votre histoire est vraie, et nous voyons dans toute cette reconstitution qu'il n'y a pas une seule ligne de vrai et de réel dans la mort de Claude François. À bientôt sur YouTube, et merci à tous ceux que j'aime d'avoir vu cette émission.